Tantôt décrié, tantôt adulé, le bronzage ne laisse personne indifférent. Pascal Horry a mené une enquête inédite et minutieuse. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre qui a pour titre et que l'on voit à l'image, L'invention du bronzage. C'est aux éditions Champ. Alors les mots sont importants et vous nous donnez une définition du bronzage. Action de recouvrir un objet d'une couche imitant l'aspect du bronze. Ça, c'était la définition donnée par le Littré. On ne songeait guère, sous le Second Empire, à aller étendre son corps au soleil pour commencer. Exactement, mais le fait qu'en français, suivi ensuite par l'italien, l'espagnol, le portugais, mais pas par l'anglais qui dit tanning, donc beaucoup plus prosaïque, hein, c'est le tannage, qu'on ait utilisé une métaphore artistique, ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'emblée, on voulait magnifier le hâle, parce qu'on disait être hâlé, et les adversaires au départ disaient même rôti. Bon, mais c'est très valorisant de ressembler au bronze, enfin, en tous les cas, dans l'esprit beaux-arts de l'époque. Alors, au début du XXe siècle, il y avait les ombrelles, il y avait les chapeaux, il fallait absolument se préserver du soleil, il fallait rester blanc. Pourquoi au juste à l'époque ? Ça remonte à la plus haute antiquité, renforcé par le christianisme, puisqu'il s'agit d'abord du corps de la femme. Le basculement dans les années 1920-1930, puisque c'est de ça qu'il s'agit, un basculement rapide et violent, se passe essentiellement sur le corps de la femme, parce que la femme des élites doit être préservée des agressions vulgaires. Et on se distingue depuis des siècles par rapport aux paysans et à la paysanne qui attrape tous les coups de soleil. L'homme a du mal à se préserver complètement, mais il a une femme, un peu en stock, qui est là pour la montre et qui, elle, est absolument protégée. Donc avant la révolution du bronzage, il fallait rester blanc parce que si on était un peu trop bronzé, ça voulait dire qu'on était pauvre, qu'on travaillait au champ ? Oui, qu'on dépendait de l'extérieur, de ces agressions, alors qu'évidemment, le grand basculement dans l'entre-deux-guerres, c'est qu'on va se distinguer de plus en plus par rapport à une société urbaine, donc on va se distinguer de l'ouvrier et de l'employé caché d'aspirine. Donc il faudra s'éloigner des centres urbains pour aller en bord de mer, notamment. Oui, parce que évidemment, on découvre le bord de mer, et d'ailleurs au départ, on le découvre pour ne pas s'y tremper. Hein. Les Rivieras, futures Côtes d'Azur, etc., sont d'abord occupées l'hiver par les élites. Et puis on commence à découvrir le plaisir des bains, à se tremper, j'allais dire, le bout des doigts de pied, et puis il va y avoir le processus de dénudement du corps, qui est tout à fait impressionnant, parce que c'est extrêmement rapide. Entre 1920 et 1940, la femme se dénude. Alors il va y avoir aussi des préconisations, on dira que ça a des vertus médicales notamment aussi ? Je pense que le corps médical a joué un rôle essentiel dans l'explosion, cette révolution culturelle, moi je ne crains pas le mot, du bronzage, parce que toute une tendance dite déjà à l'époque naturiste, hein, de médecine naturelle, dit, c'est pour ça qu'on dit bain de soleil, faites comme pour l'eau avec l'hydrothérapie, soignez-vous, héliothérapie grâce au soleil. Et en particulier, il y a un mot magique qui est tuberculose. On pense à l'époque, c'est une erreur, mais on ne le sait pas, que le soleil peut guérir de la tuberculose, d'où les sanatoriums, les préventoriums et tout ça. Et on pense aussi que le soleil était bon contre l'acné, contre la cellulite. Alors vous avez dit un mot important, révolution, et vous avez même dit révolution culturelle. Est-ce que vous pouvez développer votre pensée ? Écoutez, passer en si peu de temps, alors d'abord dans le domaine des élites, ensuite des classes moyennes, très très vite, en l'espace de 20 ans, les classes populaires, les congés payés en France dans les années 30, de la phobie du soleil à son adoration, c'est vraiment un changement de paramètre. Pour me faire mieux comprendre, dans les années 70, à partir de la vague dite punk, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu remonter de la plus haute antiquité le piercing et le tatouage. Franchement, ce sont des questions essentielles. Ce qui se passe, comme le disait Paul Valéry, ce qui est de plus profond, c'est la peau. Ce qui se passe au niveau de nos corps, mais c'est absolument capital. Je pense que le mot révolution culturelle n'est pas un abus de langage. Est-ce que la perception du bronzage est la même partout dans le monde ? On imagine que la réponse est non. Prenons certains pays asiatiques comme le Vietnam. Il n'est pas rare de voir des femmes et des hommes se protéger, y compris lorsqu'il fait très chaud, avec des gants, avec des collants, avec des chapeaux. Pourquoi cette tendance ? Je dirais, pour simplifier, que tout le début de notre conversation porte plutôt sur les populations dites blanches, teint clair. Les populations asiatiques, alors chinoises, vietnamiennes, japonaises, en sont encore au stade des occidentaux avant 1900, c'est-à-dire qu'ils ont la phobie de l'exposition au soleil et de cette perturbation qui est pour eux, hein, ça se passe entièrement dans les têtes, hein, c'est probablement culturel, qui est le coup de soleil. Y a-t-il une dimension raciale dans la question du bronzage ? Il y a eu une dimension raciale dans le débat dans les années 30, quand
clairement, le mouvement a été lancé, qu'il y avait déjà des huiles bronzantes, etc. Donc, le bronzage était en train de gagner. Et vous avez des voix racistes qui s'élèvent en disant « Mais pourquoi veulent-elles ressembler à des négresses ?» On parle de Joséphine Baker, etc. Mais entre parenthèses, la grande différence, bien entendu, c'est un signe quand même d'ouverture à une beauté métisse, mulâtre, tout ce qu'on veut, mais c'est réversible dans le cas d'une peau blanche. Ce qui n'est pas le cas des Africains subsahariens, qui eux en sont aussi à la situation d'avant 1900 en Occident, c'est-à-dire qu'il faut être quand même, si possible, assez clair, d'où les produits éclaircissants. Et justement, les produits éclaircissants, mais pas seulement, on en parle parfois à TV5 Monde de ces produits éclaircissants et qui sont dangereux pour la peau. Il y a aussi une pilule qui rendrait l'enfant in utero plus clair à sa naissance. Cela inquiète beaucoup le corps médical, notamment en Afrique de l'Ouest. Regardez ces quelques images commentées par Antoine Delpierre. Femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, ta beauté me foudroie en plein cœur. Dans cet hôpital de la capitale ghanéenne, ces quelques vers du poète sénégalais Léopold Sédar Senghor rencontrent un étrange écho. Ici, ces nouvelles pilules qui éclairciraient la peau des nouveau-nés in utero n'ont pas encore passé les portes de la maternité. Je connaissais la crème pour le corps qui éclaircit la peau des bébés, mais pas ces pilules. Je n'en ai jamais entendu parler auparavant, mais quand j'ai entendu ça à la radio, ça m'a fait très peur. Comment pourrais-je recourir à cette drogue pour éclaircir la peau de mon bébé? Qui sait quel effet cela pourrait causer au bébé, et même sur moi? Mais du Ghana au Togo, en passant par le Sénégal ou le Mali, et même jusqu'en Inde ou en Thaïlande, tout le monde n'a pas le recul de ces jeunes mères sur un phénomène qui ne date pas d'hier. Le racisme d'abord, puis le colorisme ensuite. Cette discrimination des peaux foncées au sein d'une même population font les beaux jours d'un marché clandestin et très lucratif, mais aussi très dangereux. Avec ces pilules, les bébés pourraient naître sans membres. Ils naîtraient avec des problèmes de peau et même au niveau de leur système nerveux. Le fœtus ne pourrait pas devenir un bébé normalement constitué, car il serait détruit dès le début. Le fait de détenir, de posséder ou d'utiliser un tel produit constitue une infraction. Ces produits ont des répercussions graves sur la santé, d'autant plus que nous ne connaissons même pas la totalité des composants utilisés. Après avoir interdit il y a 1 an la vente des crèmes éclaircissantes, les autorités ghanéennes ont décidé de traquer et de poursuivre en justice les individus en possession de ces comprimés illicites. Pascal Horry, une réaction à ce sujet ? Clairement, je me rallie au point de vue des spécialistes, des dermatologues, c'est quelque part une arnaque. Mais ce qui est important, c'est que ça marche. C'est-à-dire que l'idée qu'on s'approche des élites en ayant une peau plus claire est toujours implantée dans les populations de peau sombre. C'est un sujet très peu étudié par les historiens, cette question de la couleur de la peau, en tous les cas du bronzage. Qu'est-ce qui, vous, universitaire, vous a amené à vous intéresser à cette question ? J'essaye de faire ce qu'on appelle de l'histoire culturelle, c'est-à-dire de s'interroger sur les basculements dans les représentations du cosmos, dans tous les domaines. Et franchement, la beauté ou la laideur, d'ailleurs pigmentaire, ça me paraît élémentaire. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'histoire du corps, on appelle ça l'histoire du corps, progresse énormément. Et il y a une dizaine d'années, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, ça suscitait quelques sourires, y compris chez des collègues. Maintenant, ils ont compris qu'il y avait un vrai enjeu. Et vous expliquez que sous ces apparences futiles, le bronzage est un fait social riche de signification. En quoi est-ce un fait social presque total, dirions-nous ? Parce qu'on y trouve de l'économie, parce que quel est le rôle, effectivement, de l'industrie ? Ma réponse, c'est que l'industrie suit, mais ce n'est pas elle qui déclenche le phénomène. Ouais. On y trouve de la politique, parce qu'il est question de bronzer, mais symboliquement, les jeunesses d'aujourd'hui. Il est question d'émancipation de la femme. J'ai consacré un chapitre entier à montrer que c'est très raccord, dirait-on aujourd'hui, avec le fait de se couper les cheveux, de se libérer du corset, de se dépouiller en public d'une partie de ses vêtements. Clairement, ça n'a pas l'air, ça a l'air complètement futile, ça n'a pas l'air essentiel. C'est aussi de la politique. Et la suite, quelle est-elle ? Est-ce que vous allez continuer à travailler sur ce sujet ? J'aimerais bien un jour travailler sur cette révolution des années 70 avec, on en est tous témoins, l'irruption, la réirruption après des milliers d'années du piercing et du tatouage. Ça, c'est un vrai enjeu. Merci beaucoup Pascal Horry d'être venu sur notre plateau. L'invention du bronzage, c'est aux éditions Champ. Merci à vous. Merci à vous.